Voilà, je disais, le chapitre 7, chapitre 7 nous a parlé de la commutation Ethernet, là où nous avons parlé des caractéristiques de cette commutation, ce qui constitue cette technologie Ethernet. Alors là-bas, nous avons vu la trame. La trame, nous savons que c'est une information, c'est une donnée qui est au niveau de la couche liaison de données. Alors, s'il faut parler par rapport à la couche liaison de données, nous avons remarqué que la couche liaison de données a des sous-couches. C'est d'abord la deuxième couche au niveau du modèle OSI. Alors, c'est cette couche liaison de données qui a des sous-couches en elle. Il y a la première couche qui est la couche LLC, qui veut dire link, donc couche de liaison de données. Donc, couche logique de liaison de données. Voilà, c'est ça. Et puis, la deuxième couche, c'est les MAC. MAC qui veut dire Media Access Control. Alors, ça, ce sont des rappels que je fais par rapport au chapitre 7. Alors, la couche LLC, qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué que cette couche a des protocoles, donc il collabore avec les protocoles qui sont au niveau de la couche, des couches supérieures, qui est la couche réseau. Alors la couche MAC, c'est cette couche qui va encapsuler et qui mettra les annotations des adresses MAC. Alors nous avons vu comment est constituée la trame, les champs de la trame. Nous avons vu la trame est constituée d'abord. Nous avons le, le débit de la trame, les informations qui identifient dans le préambule, le débit de la trame, qui a 8 bytes, 8 octets. Nous avons les adresses MAC des destinations et puis nous avons les adresses MAC source. Pourquoi? Bon, pas les adresses MAC des destinations, l'adresse MAC des destinations et puis l'adresse MAC source. Pourquoi? Parce que dans chaque communication, il faut identifier qui émet les messages et à qui on doit envoyer les messages. Alors, j'avais dit au niveau de la couche liaison de données, ce sont les adresses MAC que nous utilisons parce que ce sont des adresses physiques. Le IP, c'est au niveau de la couche réseau pour identifier chaque hôte dans le réseau. Alors, les adresses MAC, ça nous permet de déplacer la trame pour y savoir quelle est la carte réseau que je dois trouver pour lui amener cette trame-là. J'avais expliqué tout ça. Et puis, il y a un champ ici qui parle des types de longueur. Ici, il donne les types de protocoles de couche supérieure utilisés. Parce que je vous ai dit que la couche LLC collabore avec les protocoles de couche supérieure, dans le protocole de couche supérieure qui est la couche réseau. Alors, ils vont collaborer pour savoir comment ils vont mettre le paquet dans le support de transmission. Alors, la data que nous avons ici, c'est le paquet. C'est l'information qui vient de la couche supérieure qui est la couche réseau et qui descend au niveau de la couche liaison de données. Et puis là-bas, nous avons la détection des erreurs, les CFCS, c'est la détection des erreurs. Et puis nous avons la clôture de la trame. Alors, j'avais dit encore, peu importe la donnée, peu importe les informations peuvent varier, mais nous avons une taille minimale et puis une taille maximum. La trame, comme la couche liaison de données, c'est cette couche qui clôture l'encapsulation. Elle doit clôturer l'encapsulation avec des mesures, avec une taille qui doit être respective. Il doit clôturer, au minimum, on doit avoir 64 octets et au maximum, c'est 1500. Il ne peut jamais transférer une trame qui est en dessous de 64 ou bien transférer au-dessus de 1500 octets. Ça ne peut jamais exister. Sur un PC, une carte réseau qui reçoit une trame, il remarque que la trame est en dessous de 64, il va rejeter. Si c'est en dessus, il va rejeter, il va abandonner la trame. Alors, j'avais parlé de l'adresse MAC. J'avais expliqué c'est quoi l'adresse MAC. C'est une adresse qui a 48 bits. 48 bits et l'adresse est écrite au format hexadécimal qui a 12 valeurs. Les 12 valeurs, chaque valeur vaut 4 bits. Et les valeurs en question sont au format hexadécimal. Je vous avais dit, une valeur hexadécimale vaut combien de bits? Ça vaut 4 bits. Alors, si vous prenez 12 multiplié par 4, donc nous avons 24. 12 multiplié par 2, 24. Multiplié par 2, ça fait 48. C'est ce que j'avais parlé. Et j'avais dit encore, l'adresse MAC, c'est une adresse qui est codée à la carte réseau. Chaque carte réseau, que ce soit filaire ou sans, chaque carte réseau, Bluetooth, n'importe, a déjà son adresse MAC collée en elle. Alors, cette adresse MAC est créée depuis l'usine. Ce n'est pas nous qui allons mettre l'adresse MAC, mais c'est dans l'usine, le fabricant qui va coller l'adresse MAC. Alors, le processus, ça se fait comment? L'adresse MAC est divisée en deux parties. Le 24 premier bit, ce sont les oui qui identifient l'organisation et le reste, c'est ceux qui identifient la carte. Il y a le chapitre 7 qui parle de tout ça,
Nous avons dit, comme le commutateur c'est un perfet de couche 2, le commutateur prend des décisions en fonction de la table d'adressage. J'avais expliqué comment il fait le mappage. Donc, c'est ce qu'on fera aujourd'hui à la pratique. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de méthode de transmission et puis la vitesse de la commutation. De commutation. Alors, ici, qu'est-ce que c'est le dernier point pour clôturer. Méthode de transmission des trames sur le commutateur Cisco. On dit le commutateur Cisco utilise l'une des méthodes suivantes de transmission de données entre des ports réseau. Lorsque vous allez acheter le commutateur Cisco, vous allez remarquer il y a un groupe de commutateurs qui utilisent la méthode de commutation store and forward, donc stockage et transfert. Et puis il y a l'autre qui utilise le système on l'appelle, c'est un système, je crois, j'ai oublié les câbles. C'est un système volé, donc c'est quelque chose où je ne stocke pas. Quand je reçois les informations, je les fais transférer directement. Donc, ça dépend de vous maintenant en tant qu'administrateur réseau. Lorsque vous allez acheter le commutateur, vous devez savoir quel type de commutateur vous allez acheter. Je peux trouver par exemple telle série de commutateurs, le commutateur 2960. Alors, je dois savoir maintenant, c'est 2960 que j'utilise ici. C'est la commutation à store and forward ou bien la deuxième qui suit là. Alors, je vais expliquer. Le premier, c'est quoi? On dit le premier, cette méthode de transmission des trames reçoit la trame entière et calcule le CRC, c'est la détection c'est les calculs et redondances cycliques. Si ce CRC est valide, le commutateur recherche l'adresse de destination qui détermine l'interface des sorties. La trame est ensuite enchaînée par le port approprié. Donc, avec ce genre de commutateur de store and forward, on dit quoi? Quand le commutateur reçoit la trame, or je vous ai dit, la trame, ce sont des informations qui doivent être au minimum 64 et au maximum 1500. Donc, ça peut être peut-être au-delà de 64. Au minimum, c'est 64 qu'on doit trouver. Je trouve par exemple une trame de 800. Je réponds parce que je suis au minimum 64, au maximum, je n'ai pas dépassé 1500 et je ne suis pas en dessous de 1500. Maintenant, les commutateurs qui utilisent la méthode de store and forward, qu'est-ce qu'ils font ces commutateurs-là? Ils doivent recevoir en entièreté la trame, donc tous les 800 trames et tous les 800 bits, les 800 octets, pardon, les 800 bytes, ils doivent recevoir. J'ai donné l'exemple d'une trame qui a par exemple 800 bytes. Alors, lorsque la trame vient, parce que dans les supports de transmission, ce sont les bits qui circulent. Lorsque maintenant le commutateur reçoit maintenant, le commutateur qui utilise la méthode de store and forward, lorsqu'il les reçoit maintenant, il reçoit les bits. Donc le bit entre petit à petit. Il y a le premier bit, le deuxième, le cinquième, jusqu'à ce qu'on va arriver dans un octet, jusqu'à ce qu'on aura 10 octets, 8 bits. Donc selon la trame, parce que c'est la trame qui a été découpée en petit dans des bits, qui a été traduit dans des bits, convertis par des bits. Alors, le commutateur va attendre jusqu'à ce qu'il va recevoir l'entièreté de la trame qui est de 800 octets. Alors, quand le commutateur va recevoir l'entièreté de la trame, ça se fait dans le milliseconde. Lorsque le commutateur va recevoir, il va maintenant calculer pour confirmer est-ce que cette trame a été endommagée ou bien la trame n'a pas été endommagée. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit, s'il reçoit par exemple la trame qui est moins de 64, il doit rejeter. S'il reçoit par exemple la trame qui est de 1500, au-delà de 1500, il doit rejeter. Alors, à part ça, il y a aussi d'autres corruptions aussi qui arrivent dans la communication réseau. La trame peut subir une collision et puis ça subit beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ce commutateur? Ce commutateur qui utilise le store and forward, il va recevoir l'entièreté dans tous les 800 bytes. Il reçoit les 800 bytes. Après, il calcule maintenant. Il calcule est-ce que cette trame a été corrompue ou quoi. Lorsqu'il trouve que la trame n'a pas été corrompue, à ce moment-là, maintenant, il va vérifier dans la trame pour trouver l'adresse MAC de destination. Alors, quand il va trouver l'adresse MAC de destination, il va comparer maintenant par rapport à son interface parce que le commutateur a une table de routage et une table d'adresse MAC. Rappelez-vous, je vous avais parlé de l'autre fois, que chaque adresse MAC est collée avec et mappée avec une interface import du commutateur. Alors, le commutateur maintenant va vérifier dans sa table, est-ce que l'adresse MAC de destination que j'ai trouvée dans la trame ici, où est son interface qui est dans ma table? Alors, il va trouver l'interface et puis il fait sortir. Voilà comment comporte le commutateur store and forward. Maintenant, le deuxième commutateur, qu'est-ce qu'il fait? Le deuxième commutateur, lui, cette méthode achemine la trame avant qu'elle ne soit entièrement réussie.
au minimum, l'adresse de destination de la trame doit être lue avant que celle-ci. Donc, cela veut dire quoi? Le deuxième commutateur, lui, lorsqu'il reçoit la trame, lui n'a pas besoin d'attendre jusqu'à ce qu'on aura l'entièreté et pour calculer. Non, non, non. Lui, lorsque les bits entrent, hein, les bits de la trame entrent, il vérifie directement là où se trouve l'adresse MAC de destination. Il trouve, vous partez où? Donc, où est votre adresse MAC de destination? Même si la trame n'est pas entièrement reçue, n'a pas été entièrement reçue, on trouve directement l'adresse MAC de destination. Et puis, il recherche directement dans sa table Mac pour trouver l'interface de sortie. Il fait sortir. Vous voyez un peu maintenant? Dans les deux côtés, nous avons aussi inconvénients. Côté store and for et puis côté deuxième, à voler. Donc, à voler, c'est à voler en français, je crois. C'est à voler. Donc, quelque chose on fait sans pourtant réfléchir. Maintenant, on dit un grand avantage de la commutation store and for est qu'elle détermine si une trame a des erreurs avant de propager. Vous voyez, comparez maintenant le premier par rapport à deuxième. Le premier, il doit d'abord calculer. L'avantage, c'est qu'il ne peut pas faire sortir une trame qui est corrompue. Donc, quand il fait sortir une trame de son interface, il reçoit la trame, il calcule, il trouve l'interface de sortie, il le fait sortir. Donc, dites-vous que quand il me fait sortir cette trame est normale. La trame n'a pas été corrompue. Pourquoi? Parce qu'il a pris son temps de calculer. Voilà son avantage côté store and forêt. En cas d'erreur détectée au sein de la trame, le commutateur va ignorer la trame, ce qui est l'abandon de la trame. L'abandon des trames avec des erreurs réduit le volume de la bande passante. Vous voyez pourquoi? Parce que la trame, quand il abandonne, c'est une trame qui est corrompue. On ne peut pas laisser que cette bande consomme des bandes passantes inutilement. Parce que quand la trame, il fait sortir, par exemple, la trame dans dans un support, dans une interface de sortie. Or, cette interface est connectée. Donc, la trame va occuper un espace inutilement. Or, c'est de la bande passante. C'est une trame qui est corrompue. Il doit carrément rejeter. Vous voyez? Donc, on a la garantie que la trame qui sort avec la méthode Store and For, c'est une trame qui est calculée, qui n'est pas corrompue. Et on a l'équilibrage, on n'a pas les gaspillages de la bande passante. La commutation par stockage et transmission, donc c'est toujours store and forward, est nécessaire pour l'analyse de la qualité des services sur le réseau convergé ou la classification des trames pour la priorité du trafic est indispensable. Par exemple, le flux de données de la voie. Rappelez-vous, je vous avais dit quoi? Dans la conception du premier chapitre, dans la conception réseau, nous avons besoin de la qualité des services. Or, la qualité des services, c'est donner des priorités dans les réseaux. Savoir qui doit être prioritaire, qui ne doit pas être prioritaire. Si par exemple maintenant, vous utilisez un réseau et que vous remarquez que dans ce chemin-là, parce que quand on parle de la priorité, c'est avoir un accès libre que par rapport aux autres. C'est comme le président qui circule. Le président, même s'il trouve l'embouteillage, on doit lui trouver un chemin. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas trouvé des encombrements. Alors, imaginez-vous maintenant ce qu'offre maintenant cet commutateur de Store and Off. C'est bien utilisé pour la qualité des services. Pourquoi? Parce que lui, il va éviter que les trames qui sont corrompues, les trames inutiles, ne gaspillent la bande passante inutilement. Vous voyez déjà, ça, on fait gagner déjà une qualité de service. Donc, cela veut dire que dans un chemin où on devait trouver autant d'informations et d'autres informations sont inutiles, mais grâce au calcul du commutateur, il les a déjà ignorées et il m'a laissé le chemin libre. C'est vraiment utiliser ce genre de commutateur surtout si vous savez que votre réseau va utiliser la voie CRP. Alors, parlons maintenant de la deuxième méthode. Deuxième méthode, maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit, lui, comme c'est une méthode à voler, il ne calcule pas. On doit créer maintenant, dans cette deuxième méthode, on doit créer des sortes. On doit créer une commutation rapide et puis une commutation sans fragment. Donc, vous voyez, à voler dans les cas, la deuxième commutation ici, il a deux sortes. Il y a à voler, rapide, pardon, il y a rapide et puis il y a sans fragment. On dit dans le cas de la commutation qui est à voler, le commutateur agit sur les données à mesure qu'il les reçoit. Donc, quand il reçoit les données, on trouve directement l'adresse des destinations et puis on le fait sortir. Même si la transmission n'est pas terminée, il trouve déjà l'adresse des destinations et puis le fait sortir. Le commutateur met une quantité juste et suffisante de la trame en tampon afin de lire l'adresse MAC des destinations et déterminer ainsi le port auquel les données sont à transmettre. Le commutateur ne possède aucun contrôle. Maintenant, avant de parler d'abord de ce commutateur ici,
nous avons parlé de l'avantage des store and forêt. Mais parlons aussi de son problème aussi. Le problème, c'est quoi? Si par exemple, j'ai 800 octets à recevoir, alors je reçois des bits petit à petit. Donc, cela veut dire que je dois réserver une mémoire. Je dois réserver un espace où je dois mettre ces bits-là pour attendre jusqu'à ce que tous les bits vont finir à entrer. À ce moment-là, maintenant, je peux calculer. Vous voyez maintenant? Donc, il prend encore un espace. Donc, il prend, même si on l'a dit, c'est bien pour la qualité des services, mais on remarque qu'il prend un temps où il fait asseoir les bits jusqu'à ce qu'il va attendre toute l'entièreté de ces 800 octets arrive. Après, on va trouver maintenant le problème. Donc, voilà là maintenant les petits problèmes maintenant de quoi? De store and forward. Il est bien parce qu'il donne les trames qui ne sont pas corrompues. Il supprime les trames corrompues. Il ne fait pas sortir la trame s'il n'a pas calculé. Il reçoit l'entièreté. Mais le problème de recevoir l'entièreté, tu nous fais perdre encore du temps qui est par rapport à ton voisin. Alors, l'autre ici, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On doit segmenter maintenant. On doit diviser ces commutateurs à voler ici. On doit trouver des. Le premier doit être plus proche que par rapport à store and forward. Et puis le deuxième, ce sera vraiment à voler. Regardons un peu. On dit qu'il existe maintenant des variantes de commutation à voler. On dit la commutation rapide, la première variante. On dit offre le plus faible niveau de latence en transférant immédiatement un paquet après l'ouverture de la trace de destination. Donc, lui, rapide, il est vraiment, comme on dit, commutation à voler. Donc, lorsqu'il reçoit une trame, il regarde directement l'adresse des destinations et puis le fait sortir directement. Même s'il n'a pas fini à recevoir la trame entièrement, il sait déjà que vous, monsieur, entrez, regardez, je vais voir votre adresse MAC. OK, sortez, faites cela. Donc, il vous montre déjà la direction. Vous sortez même si la quai n'est pas finie. Du fait que le mode de commutation fast forward entame la transmission avant la réception du paquet tout entier, il peut arriver que le paquet relayé comporte des erreurs. Donc, le paquet qu'on le fait sortir, il peut avoir des erreurs. La carte et réseau de destination rejette les paquets effectués à la réception. La commutation forward est la méthode de commutation classique, à voler classique. Donc, cela veut dire quoi? En faisant sortir la trame sans pourtant calculer, tu fais sortir des erreurs, des trames corrompues. Tu le fais sortir. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Ça va consommer la bande passante inutilement. Pourquoi? Parce que lorsque cette trame-là va arriver à la destination du périphérique final, le périphérique final va rejeter parce qu'il sait que la trame ne répond pas au principe. Maintenant, deuxième variante, c'est commutation sans fragment. Maintenant, lui, ici, il est un peu plus proche que le store and forward. On dit quoi? C'est un compromis entre la lentesse élevée et l'intégrité élevée de la commutation en différence et la lentesse faible et l'intégrité réduite. La phrase ici veut dire quoi? Regardez la commutation store and forward. Son avantage, c'est la qualité des services. Quand on parle de la qualité des services, on voit l'intégrité. Vous voyez? Quand on parle de l'intégrité élevée, donc nous voyons l'intégrité. Mais le problème avec Store and Forever, c'est le temps, le timing. Or, le timing, c'est la lentesse parce qu'ils doivent faire attendre d'abord tous les bits. Lorsque les bits vont arriver, on va calculer maintenant l'adresse s'il y a des erreurs et on trouve. On voit la lentesse aussi. Or, la lentesse, c'est le temps, c'est la durée nécessaire qu'une information quitte une source pour atteindre la destination. Plus la latence est élevée, plus le réseau n'est pas bon, n'est pas fiable. Parce que la lentesse, c'est la rapidité. Moi, quand je vous dis bonjour, il faut que le bonjour arrive instantanément. Ce n'est pas que mon bonjour arrive après 10 secondes et puis vous me dites encore bonjour. Moi, ça, c'est pas. Là, on dit la lentence est tellement grave. Alors, ce commutateur, maintenant, va faire quoi? Il fera un compromis entre la lentesse élevée et l'intégrité élevée. Donc, quand on parle de la lentesse élevée, c'est le temps qu'on reçoit toute la trame qui nous donne l'intégrité parce qu'on fait sortir la trame calculée qui n'a pas d'erreur. En différé et la lentesse faible. La lentesse faible, c'est la commutation à lever ici. C'est ces commutations ici. Parce que lui, il reçoit directement l'adresse de destination, il fait sortir. Mais le problème qu'on a, l'intégrité. Tu nous fais sortir quel type de trame? Il n'a pas d'intégrité. Alors, il fait maintenant cette comparaison-là en avance rapide. Il le fait rapide. Maintenant, qu'est-ce qui se fait? Le commutateur stocke et effectue un contrôle d'erreur sur les 64 premiers octets seulement.
il sait que la trame, supposons ma trame est de 800 octets, 800 octets comme je vous l'ai dit. Mais le commutateur dit, au lieu que je fasse tous les calculs, donc je dois mettre un point central, donc je dois être un point au centre. Au lieu de faire le stockage de tous ces 800 octets, je fais seulement les 64 premiers. Parce qu'on dit au minimum, on doit avoir 64 premiers. Donc, il essaie de respecter seulement au minimum. S'il trouve une trame qui est moins de 64, il va directement rejeter. Alors déjà, on facilite déjà les calculs. Mais il fera déjà les 64 premiers seulement. On dit le commutateur stocke et effectue un contrôle d'erreur sur les 64 premiers octets de la trame avant la transmission. Étant donné, ça maintenant c'est par rapport à l'expérience, par rapport au réseau, étant donné que la plupart des erreurs et des collisions réseau se produisent souvent au cours des 64 premiers octets. Dans les 64 premiers octets, lorsqu'il y a collision, c'est vraiment beaucoup plus dans le premier. Cela garantit aucune collision ne s'est produite avant le transfert de la trame. Voilà un peu à quoi on retrouve les commutateurs. Nous avons le commutateur de store and forth. J'ai parlé de son avantage et inconvénient. Et puis, j'ai parlé des commutations à lever, à voler, pardon. Bon, pas, c'est le mot, c'est à pas pied levé, mais à voler. Donc, à voler quelque chose il reçoit, qui n'a pas de support, qui n'a pas d'enregistrement, qui n'a pas de support. Voilà. Alors, vous maintenant, lorsque vous allez acheter le commutateur, il faut savoir quel type de commutateur vous allez acheter par rapport à votre besoin de réseau. Maintenant, parlons de mémoire tampon sur le commutateur. On dit un commutateur Ethernet, nous parlons de commutateur Cisco, peut utiliser une technique de mise en mémoire tampon pour stocker des trames avant de les transmettre. Ici, nous sommes maintenant dans Store and Forward, parce que c'est la plupart des fois utilisée ici. Mémoire axée sur les ports. Le commutateur a des types de mémoire. Il y a une mémoire qui est partagée pour tous les ports, partagée pour tout le monde. Et il y a une mémoire qui est réservée seulement par rapport aux ports. La mémoire axée sur le port, on dit, les trames sont stockées dans des files d'attente liées à des ports entrants et sortants spécifiques. Supposons par exemple, je vais vous donner l'exemple de la commutation store and forward. Lui, lorsqu'il les reçoit, il doit mettre les bits dans une file d'attente, dans une mémoire tampon. Alors, ça sera dans quel type de mémoire? Ça ne sera pas dans la mémoire du commutateur. Non, ça sera dans la mémoire réservée de ce port-là. Du port, ça peut être les ports entrants ou bien les ports sortants. Parce que chaque port du commutateur a du propre, dans chaque port a sa propre mémoire et il y a aussi une mémoire pour tous les commutateurs. Donc, c'est comme si je donne l'exemple, la présidence a son budget, hein, a son budget à lui, son budget, pardon, la présidence, on réserve le budget pour tout le monde. Alors, ça se trouve maintenant, chaque conseiller maintenant a aussi sa réservation de son budget. Alors, si par exemple nous avons 5 conseillers, on donne par exemple la présidence 10 millions. Alors, les 5 conseillers, on leur donne 100 000 $, 100 000 $, 100 000 $, 100 000, ce qui fait 500. Donc, chaque conseiller a ses 100 000 à lui pour ses besoins de son service. Et puis, il y a aussi 10 millions pour toute la présidence. C'est pour tout ça. Donc, l'exemple que je peux donner, c'est ça. Il y a une mémoire qui est réservée pour les ports. Chaque port a sa propre mémoire accès à lui. Et il y a aussi une mémoire qui est réservée pour tous les commutateurs. Maintenant, les mémoires pour les ports, c'est l'exemple que j'ai donné. Deuxième exemple, on dit une trame est transmise au port sortant uniquement si toutes les trames qui la précèdent dans une file d'attente ont été correctement transmises. Donc, ça, c'est pour la mémoire accès au port. Une seule trame peut retarder la transmission de toutes les trames à mémoire si un port de destination est saturé. Par exemple, nous tous, nous devons sortir dans ces ports ici. Nous devons sortir dans ces ports ici. Je ne peux pas aller me mettre dans une mémoire d'un autre port. Non, non. Je dois me mettre dans la mémoire parce que l'interface de sortie, le port a plusieurs choses à faire sortir. Alors, il y a beaucoup de trames qui doivent sortir dans ces ports-là. Ils doivent attendre jusqu'à ce que la première trame sorte, la deuxième. Alors, ils se mettront où? Dans une mémoire d'attente. C'est quelle mémoire? C'est la mémoire axée sur le port. C'est la mémoire axée sur le port. On dit ces retards se produisent même si les autres trames peuvent être transmises à des ports de destination libres. Donc, ces retards-là, il va s'entraîner. Vous allez remarquer, c'est ce port-là qui a retardé. Et ça ne va pas influencer les autres parce que les autres ports sont libres. Lui, le commutateur continue à fonctionner.
Mais sauf que dans ces ports ici, on a un retard pour faire sortir la trame. Maintenant, parlons de la mémoire partagée. On dit la mémoire partagée dépose toutes les trames dans un tampon de mémoire commun partagé par tous les ports du commutateur et la quantité de mémoire tampon requise par un port est allouée dynamiquement. Donc, cela veut dire quoi? Il y a un espace maintenant, un besoin pour tous les ports, donc une mémoire pour tous les ports. Ça, c'est comme le cerveau du commutateur. Lorsqu'il y a des calculs que le commutateur doit faire, il y a beaucoup de choses que le commutateur va faire sur l'écran. Il les remet dans une mémoire, dans la mémoire partagée. Cette mémoire-là, ce n'est pas en fonction du port. Non, non. C'est en fonction des besoins que le commutateur va faire. Il sait que c'est pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Même si cette mémoire est saturée, le commutateur sera obligé d'allouer les espaces. Donc, il sera obligé d'allouer dynamiquement. Donc, ce n'est pas que moi, l'administrateur, qui viendrait configurer, mais c'est le système qui se fera automatiquement. Il va allouer. C'est comme si la présidence, ils ont fini les 100 millions de dollars. Et alors, ils remarquent qu'ils sont en cours d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Il doit allouer encore les 100. Donc, il dit, chaque conseiller a 100 000 dollars. Donnez-nous 50 000 dollars chacun. Après un certain moment, ils vont remettre. Donc, vous comprenez? Parce que pourquoi? Parce que c'est les besoins qui nécessitent tous les commutateurs. On dit ce qui permet de recevoir les paquets sur un port et de les transmettre sur un autre port sans avoir à les déplacer vers une autre file d'attente. Donc, cela veut dire que ça va permettre directement, le commutateur, il calcule, il peut dire, toi, tu sors dans cette interface ici. Bon, vu que là-bas, c'est saturé, peut-être ici, c'est le commutateur lui-même qui décide maintenant, sans pourtant affecter d'autres membres. On dit la mise en mémoire tampon et partagée entraîne également des images plus volumineuses qui peuvent être transmises avec moins de trames supprimées. Alors, on parle de la commutation symétrique. Donc, c'est un peu ça. Alors, parlons des paramètres duplex et puis de vitesse. Le duplex, c'est la direction. Nous savons, lorsque nous aimons les messages, nous partons lorsque nous recevons. C'est la direction qui vient vers nous. On a dit les paramètres des bandes passantes. C'est très important aussi dans la communication réseau. Et des mondes duplex dans des directions de chaque port de commutateur sont des paramètres fondamentaux. C'est très important par rapport à ça, des paramètres fondamentaux, parce que ça influence aussi la vitesse, ça influence aussi la vitesse donc, de la communication. Or, nous avons la bande passante et les types de direction aussi. Il est essentiel que ces du port, il est essentiel que ces du port des commutateurs et des périphériques connectés, ordinateur ou un autre, soient en adéquation. Pourquoi? Je vous ai dit quoi? L'autre fois, je vous avais dit, la commutation Internet a hérité le comportement, dans les normes Internet, la norme Internet a hérité un comportement des concentrateurs qui est la détection des erreurs. La détection des erreurs. Alors, malgré tout, il y a aujourd'hui des commutateurs qui fonctionnent en communication duplex full. Donc, cela veut dire que je peux envoyer et recevoir au même moment sans pourtant avoir des problèmes. Mais n'oubliez pas, cette norme et cette technologie a été héritée. Donc, quand je parle des détections, je parle pardon, des hérités, par exemple, c'est le système où lorsque j'envoie, je ne peux pas recevoir. Parce que dans la communication, nous avons des directions. Nous avons l'envoi et puis la réception. Alors, la norme Ethernet, c'est une norme qui a été conçue lorsque vous envoyez, vous ne pouvez pas au même moment recevoir. Je ne peux pas utiliser ça. Pourquoi? Il y aura collision. Alors, aujourd'hui, même si on a créé maintenant, on a lancé, on a créé des technologies évoluées, même Ethernet a évolué, mais l'Ethernet a toujours gardé son état. Alors, vous allez remarquer dans toutes vos cartes réseau, que ce soit les cartes du réseau commutateur, des téléphones, des cartes réseau de laptop, n'importe quel système d'exploitation, vous allez remarquer que ces cartes réseau sont dans un mode automatique ou bien négociation. Pourquoi? On dit que moi, par exemple, moi, Microsoft, j'ai conçu mon ordinateur. Cet ordinateur doit être connecté dans le réseau. Alors, je ne sais pas avec quel périphérique ça va être connecté. J'ai mis la norme Ethernet. Alors, je dois les mettre en automatique. Même si ma carte réseau peut envoyer et recevoir au même moment, mais je ne sais pas avec qui va se connecter. Peut-être elle va se connecter avec un périphérique qui ne sait pas envoyer et recevoir au même moment. Alors, ça sera
la collision. Lorsque maintenant nous parlons de mode duplex intégral, c'est le mode où on peut envoyer et recevoir au même moment, donc simultané. On dit les deux extrémités de la connexion peuvent envoyer et recevoir des données simultanément. Donc, les duplex intégral, c'est simultanément, on peut envoyer et recevoir. Mais lorsqu'on parle des semi-duplex, c'est une seule extrémité de la connexion peut envoyer des données à la fois. Donc, lorsque moi j'envoie, il y a quelqu'un qui doit attendre. Et lorsqu'il m'envoie, moi je dois recevoir seulement, je ne peux pas envoyer. Là, c'est semi. Voilà pourquoi dans toutes nos cartes réseau, même dans Cisco, vous allez remarquer, c'est en mode automatique. Mais même si votre carte réseau peut envoyer et recevoir au même moment, mais le fabricant le met toujours en mode automatique. Parce qu'il s'est dit, on ne connaît pas avec qui on va se connecter. Alors, vous mettez que ça soit dans automatique pour qu'il y ait une négociation. Négociation, maintenant, ils vont se dire quoi? L'autre extrémité dit non, moi, je peux envoyer et recevoir au même moment. Et puis l'autre dit oui, moi aussi, je peux envoyer et recevoir au même moment. Alors, c'est maintenant à eux les cartes de décider maintenant d'utiliser le duplex intégral. Mais si par exemple ma carte réseau de mon ordinateur est duplex intégral, mais tandis que l'autre est semi, dans la négociation, qu'est-ce qui va se passer? Ma carte dira que moi, je peux envoyer et recevoir au même moment. L'autre carte me dira non, moi je ne peux pas envoyer et recevoir au même moment. Je suis le semi. Alors ma carte du réseau va se rabaisser maintenant pour avoir le même niveau de l'autre. Donc c'est le mode automatique. Alors, ce n'est pas seulement ça qui influence aussi. Il y a aussi la bande passante aussi qui influence. La bande passante ici, on parle comme les débits. Je vais envoyer les données, mais quelle quantité d'informations que je dois envoyer? Déjà, à partir des interfaces Fast et Giga Ethernet, ces interfaces-là, on arrive déjà à 1 giga. Donc, 1 giga de transmission de données qu'on peut envoyer. Dans ces interfaces-là, ils sont déjà dans le mode duplex intégral. Quand vous voyez des interfaces Giga, ou bien vous partez dans votre carte réseau Windows, vous remarquez qu'il peut déjà arriver dans Giga Ethernet. Donc, cela veut dire qu'il est déjà dans, 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 dans le full duplex intégral. La négociation automatique est une option proposée par la plupart des commutateurs Internet et des cartes réseau. En fait, c'est une norme qui a été établie. Elle permet l'échange automatique d'informations sur le débit et le mode de duplex entre deux périphériques. Si le débit, j'ai parlé de la bande passante, donc cela veut dire que moi, mon interface peut arriver jusqu'à 1 giga. Donc, il peut envoyer 1 giga par seconde. Mais lui ne peut pas envoyer 1 giga par seconde. Il peut envoyer par exemple 100. Alors, on va dans la négociation automatique, on va collaborer. Alors moi, je ne saurais plus envoyer 1 giga. Je vais commencer maintenant à envoyer 100 mégas. Parce que l'autre, il ne va pas recevoir 1 giga, il va recevoir seulement 100 mégas. Remarque, le port giga Ethernet ne fonctionne qu'en mode duplex intégral. Déjà, je vous ai dit ici, lorsque vous avez des ports giga Ethernet, c'est déjà en mode duplex intégral. Donc, c'est un peu ça. Alors, on continue. Alors, paramètres des duplex, des vitesses, on dit le conflit du mode duplex est l'une des causes les plus fréquentes des problèmes de performance sur la liaison Ethernet. Donc, Ethernet, lui, prend de 10 à 100 mégas. Il se produit lorsqu'un port sur la liaison fonctionne en semi, tandis que l'autre fonctionne en mode duplex intégral. Vous devez être éveillé, prudent, vous, administrateur réseau. Lui, ici, ce commutateur-ci, il est dans full, mais lui, il est dans half, semi. Alors, lorsque lui, il est SDC que moi, quand j'envoie, lui ne peut pas envoyer. Mais lui dit, moi, je peux envoyer et recevoir même moi. Lorsqu'il s'envoie, il y a collision. Alors, toute la partie ici, c'est tout ce que je viens de vous expliquer ici. C'est la négociation automatique. C'est ce que je vous ai. Alors, nous avons aussi une technologie qui est le AutoMDX. La technologie AutoMDX, c'est quoi? C'est quel type de technologie? Nous savons que lorsqu'on veut utiliser les périphériques, on veut connecter par exemple un PC avec un PC ou bien un commutateur avec un commutateur, on doit utiliser un câble croisé. Maintenant, vous arrivez quelque part, il n'y a pas de câble croisé, ou bien il n'y a pas de câble droit. Vous voulez brancher commutateur avec routeur, il n'y a pas de câble droit. Il n'y a pas de câble droit, il n'y a qui croisé. Qu'est-ce que vous allez faire? Arrêter le travail? Non, non, non. Je vais continuer mon travail, mais sauf que la technologie MAutoDix, donc MIDX Auto, viendra maintenant me sauver. Cette configuration MDX Auto, on configure ça par rapport à l'intérieur de l'interface. Après, ici, on va faire la pratique. On va faire une pratique de la table d'adresse MAC. On va faire ça. Cette technologie, il te permet de détecter les types de câbles automatiquement que vous allez utiliser. Par exemple, je prends un commutateur avec un commutateur.
Normalement, je devais utiliser les câbles croisés, mais j'ai mis les câbles étroits. Lorsque je configure cette technologie à ligne d'interface, alors il y aura maintenant passage de communication. Pourquoi? Parce que la technologie M-Autodix il détecte les types de câbles automatiquement. Maintenant, on dit que cette fonction est activée par défaut sur les commutateurs qui fonctionnent avec la version séparée à 12. Aujourd'hui, les commutateurs, nous avons des versions 15. Mais si vous avez déjà des commutateurs Cisco qui ont déjà des versions 12, la fonction M-Autodix est déjà activée par défaut. Donc, vous pouvez même utiliser les câbles 3 lorsque vous voulez connecter un commutateur à un commutateur. Vous utilisez le câble 3, vous allez voir, il y aura communication. Donc, c'est ça. Demain, si on ne fait pas des pratiques aujourd'hui, demain, dimanche, on va faire la pratique. C'est pas qu'être traceur, on va concevoir un projet où on doit voir les tables de routage commun et les tables d'adresse MAC commun. Ça y est. Alors, le chapitre a pris fin. Nous avons fini le chapitre. On avait parlé des deux sous-couches. J'avais fait des rapports, rappels, tout ça. Le chapitre a fini. Alors, combien de minutes on a fait? Wow, il y a déjà combien de minutes on a fait? Sorry. Je vois pas l'heure. On a fait 49 minutes. Alors, il est déjà 20, il est 21h, 21h30 presque. Alors, je préfère la pratique qu'on la fasse.